Professeur Pini, le fait est clair, que ce soit vous ou encore docteur Iam ici, il ressort un problème de stratégie. Je voudrais vraiment qu'on reste à ce niveau parce que je ne suis pas un politologue comme un géopolitologue ou politicien, comme vous êtes chercheur et enseignant. Tous les deux, c'est quand même de savoir que lorsque il y a une situation dans un État, les responsables, les autorités prennent des mesures exceptionnelles. Il y en a même parfois qui déclarent souvent une sorte d'alerte à l'État pour que tous les différents mécanismes soient mis en action. Mais on a comme un problème que du côté de la République démocratique du Congo, on sort d'une autre planète. On est dans un autre espace qui n'a rien à voir avec la configuration des différentes gestions des États, ou encore moins, l'on n'appréhende pas la configuration de l'aspect géopolitique qui peut se passer. On a souvent eu à critiquer le président Tshisekedi dans sa manière de faire, même s'il fallait au départ, on parlait d'une armée, il n'a jamais fait peut-être le cas, je prends pour un pays que je connais bien, le Cameroun, où quand il y a un recrutement, le président instruit au ministre de la Défense de pouvoir faire un recrutement. En RDC, on a plutôt demandé aux jeunes s'ils veulent rejoindre le rang de l'armée. Ça essaie un peu de ressembler un peu à ce que la France a souvent fait dans le cas de publicité, rejoindre l'armée de terre, rejoindre l'armée de l'air. Ça devient comme une sorte de sacerdoce de manière volontaire, alors qu'on est dans une situation qui demande beaucoup plus d'action. Et maintenant, où il faudrait peut-être revoir les choses autrement, vous l'avez évoqué, on prend de l'argent, on va plutôt commencer à demander aux personnes, c'est comme si on faisait du porte-à-porte. Vraiment, si vous avez une information concernant Corneille Nangaa ou bien Soutani Kelani ou Bissimois, donnez-nous l'information, vous aurez 5 millions de dollars pour chacune des personnes. Qu'est-ce qui se passe concrètement au sein du gouvernement Tshisekedi? Est-ce que, à travers cette manière de faire, le président n'a pas, ou bien ne vient-il pas d'officialiser, je vais le dire comme ça, une sorte de manque de carrure et même de compétences à la tête de l'État? Oui, d'abord, juste pour vous dire que mon nom, c'est Pini Pini, pas seulement Pini, oui, d'accord, mais Oui, Pini Pini, Pini, c'est Pini, ça mon nom. professeur. Euh, Et puis Pini Pini Ah, Sassai. ça y est. Ok, donc, mais je crois que le professeur, le docteur Yam l'a bien dit. Il y a un problème, il y a un problème de stratégie, on le voit très bien au niveau de notre gouvernement, parce que c'est pas les compétences qui manquent au Congo pour un problème pareil. Normalement, quand un problème se pose comme celui-là, en général, on cherche les diagnostics, hein, comme on dit, on fait les diagnostics de la situation et on trouve le problème, on fait les diagnostics et par rapport au diagnostic, on sait quel est l'élément pathogène justement qui amène cette situation. Et c'est cet élément pathogène que l'on va attaquer avec des moyens appropriés. Donc, le pays est attaqué depuis 2021. Mais la période, c'était suffisant. Donc, moi-même, j'étais d'abord déjà étonné personnellement que le président n'ait déclaré comme on l'a dit, l'état d'urgence que pour les deux provinces, alors que le pays est attaqué. Pour moi, il aurait fallu, dès ce moment-là, proclamer l'état d'urgence pour le pays entier, donc mettre le pays en état d'alerte. Parce que c'est quand même une situation qui était qu'on ne pouvait pas laisser passer. Le pays devait être en état d'alerte générale pour pouvoir mettre fin à cette situation dès 2021. Donc l'état d'urgence ne pouvait pas être un état d'urgence que pour deux provinces, qu'on a prolongé jusqu'à aujourd'hui sans tellement de résultats. Donc pour moi, c'était déjà la première, je pourrais dire la première faille, c'était celle-là. Donc, de céder au narratif mondial sur le Congo. Le monde entier, en fait, disons, la partie occidentale, pour eux, ils se sont focalisés sur l'Est du Congo, qu'ils voulaient déjà détacher du Congo. Mais alors, en cédant à ce narratif de l'Est du Congo, l'Est du Congo, l'Est du Congo, finalement, donc même nous, les Congolais eux-mêmes détachent cette partie de leur propre pays, même si cette partie Est existe effectivement, mais il ne faudrait pas en faire une partie à part. Donc, pour moi, le gouvernement, plutôt que de parler de l'Est du Congo, devait toujours parler du Congo attaqué, du Congo entier, et voir le Congo en entier.
et n'ont pas cédé il faut savoir ce narratif de l'Est du Congo, de la région des Grands Lacs, mais il a été construit à partir des années 80, hein, dont les Africains ne se rendaient pas compte de ce qui se construisait sur leur dos par rapport à ce narratif des Grands Lacs, des régions. Or, c'était l'Est du Congo, justement, qui était en ligne de mire. Et voilà où nous en sommes. Donc, pour moi, le gouvernement doit changer de narratif désormais et parler autrement. Donc, par rapport justement à cette question de méthode, à cette question de stratégie, ça devrait être celle-là. Ça, c'est un des deuxièmes moments. Ce qui étonne dans cette situation, c'est pas tant les attaques de M23, d'accord, c'était un mouvement rebelle, ce sont peut-être des gens drogués et tout ça, mais ce qui étonne quand même, c'est des gens qui étaient dans les rangs du gouvernement, qui un à un sont en train de rejoindre ce groupe-là, cette faction-là, c'est étonnant, et donc, et parmi lesquels les deux avec qui le président Tshisekedi s'était présenté devant la nation le 20 janvier 2018 quand il prenait ses fonctions. Ces deux qu'il avait quand même installés, c'était justement ceux qui s'opposent à lui maintenant, qui ont rejoint l'autre camp, c'est-à-dire Corneille Nangaa et l'ancien président Joseph Kabila. Les deux là, parce que c'est Corneille Nangaa qu'il avait proclamé vainqueur et qu'il avait en réalité donné les clés du pouvoir, en fait. Non, Kabila, Joseph, lui a donné, l'a installé. Donc, c'est comme ça. Or, ces deux qui étaient avec lui, maintenant, se retournent contre lui. Donc, il y a quand même un souci, ils ne sont pas les seuls. Comme ça, ils disent qu'il faudra quand même qu'on fasse que le gouvernement puisse faire le diagnostic de la situation et voir quel est le véritable problème. Pourquoi est-ce que tant de gens qui sont été avec lui se désolidarisent et vont rejoindre son camp, entraînant comme ça des franges entières de la population. La population est donc divisée. Le pays est divisé, le Congo est divisé, le Congo n'est plus uni. Comment il doit faire par rapport à cette unité du Congo? Parce que l'unité du Congo est fondamentale pour le maintien du pays. Donc il faudra cela. Donc c'est comme ça que je dis qu'il faudra absolument que le Congolais, que le gouvernement se ressaisisse et trouve où est le problème, où est le problème, d'où vient le problème. Et on voit bien que le problème n'est pas loin de lui, parce que toutes les solutions qu'il donne, du jeu que le gouvernement donne, semblent ne pas en être des solutions effectives, parce que la situation ne fait que s'empirer. Parce que maintenant, on peut dire qu'il y a une espèce d'accalmie là-bas à la ligne de front, mais c'est vraiment une simple apparence, parce que comme a dit mon ami Yam, les M23, ils sont là, donc ils ont des territoires entiers qu'ils ont conquis, ils sont en train de consolider ces territoires. Qu'est-ce qu'ils vont faire demain, nous ne savons pas, peut-être certainement s'ils veulent continuer. Mais la route, les voies sont toujours libres, ils peuvent aller jusqu'à Ouvira, ils peuvent aller jusqu'à Kalemi, ils peuvent aller partout. Donc, ce n'est qu'une accalmie apparente. Donc, c'est maintenant que le gouvernement devait se saisir pour faire une véritable diagnostic et trouver la pathologie, d'où les sources de la pathologie, et puis pour qu'il y ait de véritables remèdes, et ne pas donner n'importe quel remède sans analyse, ça ne porte rien du tout. Ce sont des remèdes de charlatans. Ce sont des charlatans qui donnent n'importe quel remède, de médicaments de la rue pour exploiter n'importe comment, et les gens qui les prennent ne survivent pas. Donc c'est la même situation que nous avons ici. Ça semble être comme des traitements de charlatans qui passent leur chemin, qui proposent n'importe quel médicament, n'importe quelle médication à des personnes malades. Le Congo est malade, donc il ne faudra pas lui donner pas n'importe quelle solution quand même. Donc le gouvernement doit être responsable et trouver de véritables solutions par rapport à cette situation quand même tragique. Les Congolais sont en train de mourir par dizaines, par centaines, par milliers, par millions. Alors ça ne peut pas continuer. Ces annonces-là, à tout moment, tantôt, mais le président lui-même avait parlé d'un gouvernement d'union nationale. Donc, lui voulait qu'il y ait une unité.
Et 2 jours après, maintenant, il y a des têtes qui sont mises à prix, finalement. Est-ce qu'on parle d'union nationale ou bien on parle de têtes qu'il faut mettre à prix? Alors, comme je l'ai dit, s'il faut mettre des têtes à prix, ça veut dire il faut bien organiser l'armée. Il faudra que l'armée aille les déloger, que l'armée libère territoires occupés. C'est ça qu'ils demandent les Congolais, c'est pas autre chose. Que les têtes-là soient mises à prix ou pas mises à prix, ce n'est pas ça la question. Le problème est que le territoire congolais qui a été attaqué et aujourd'hui confisqué, qu'il soit rendu à la nation congolaise, que le Congo récupère sa souveraineté sur ces territoires qui sont confisqués aujourd'hui par ces groupes-là. Donc c'est ça qu'on en demande. Alors par rapport à ça, que veut le gouvernement? Quelle est la stratégie du gouvernement? On ne voit pas, justement, on ne voit pas par rapport à ça. Parce que j'avais annoncé depuis longtemps qu'il y aurait une riposte vigoureuse, on l'attend, ça fait des semaines, des mois que rien n'arrive. Donc, mais c'est cette riposte-là, plutôt que de faire de la riposte, on nous annonce maintenant des prix exorbitants sur les têtes des gens. Ben, c'est pas ça qui va arrêter la guerre. Hein. C'est pas ça qui va arrêter la guerre. Comme je l'ai dit, ces gens-là, ils ne sont pas cachés. Ils sont là. Ils sont visibles. Ils font des meetings, ils font des réunions, ils voyagent même. Donc, si on veut les arrêter, c'est pas la peine qu'il y ait d'autres prix. Il n'y a qu'à aller les arrêter avec des unités spéciales, comme a dit Dr Yam. Hein. Ce n'est pas la peine de faire autrement. Équiper votre armée, donnez-lui des moyens et que l'armée puisse aller et capturer ces gens-là et libérer les pays. C'est tout ce que l'on demande. Ce n'est pas autre chose. C'est pas autre chose. Merci à vous.